Bah alors, tu ne cries pas Professeur Layton ou un truc du genre cette fois? Hein, quoi? Je vais pas faire ça, c'est bizarre. Hurler le sujet du jour, c'est un peu un truc de sauvage, non? Sonic! Nous sommes en 2008. La plupart des gamers sont encore en train de se faire exploser dans le multijoueur de GTA 4. La Nintendo DS, quant à elle, fête ses 3 ans en Europe, 4 au Japon, et celle-ci voit naître une toute nouvelle série de jeux qui explosera en popularité et deviendra un mastodonte de la console, la série des Professeurs Layton. Et c'est tellement un succès que même pas un an sépare la sortie du premier et du deuxième jeu au Japon. Ah, à l'époque où il ne fallait pas 15 ans pour développer une suite. Et en 5 ans, on aura un total de 8 jeux sortis estampillés Layton. Dans ces 8 jeux, on aura un spin-off et un crossover. Et qui dit success story dit aussi produit dérivé, dont un film qui sera produit en plus. Film qui est d'ailleurs canon à l'intrigue principale de la deuxième trilogie de jeux. Des figurines, des peluches bien sûr, des romans et enfin des mangas. Waouh, je ne l'avais pas vu venir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une seule série de mangas sortie en 4 tomes et nommée Layton Kyuju to Yukai Naichiken. デートン居住という愉快な事件 Là-bas, c'est publié par le Korokoro Magazine et est édité par Shogakukan. C'est écrit et dessiné par Naoki Sakura. Tiens, c'est nouveau que tu présentes qui a dessiné ou écrit le manga. Bah quoi? Faut bien que je me professionnalise. Sa première parution fut en 2008, soit un an après la sortie du premier jeu au pays du soleil levant, Layton Kyuju to Fujishi Namashi, le nom japonais de l'étrange village. En France, ça s'appelle Professeur Layton et l'étrange enquête et c'est publié par Kazemanga depuis le 10 novembre 2011. Si vous ne connaissez pas la saga des Professeurs Layton, le concept de ces jeux c'est de progresser de tableau en tableau en lisant beaucoup de textes. La définition d'un visual novel. Mal expliqué. Le tout en résolvant des énigmes variées afin d'arriver au bout de l'histoire. Et comment ces jeux ont été adaptés pour être transformés en manga? Eh bien voyons ça tout de suite. L'histoire commence par l'introduction des personnages. Layton, un gentleman anglais féru d'énigmes, Luke, qui tente de voler la vedette en affirmant être le héros, Je ne pense pas que effronter soit le bon terme pour désigner Luke. et Flora qui souhaite devenir la femme de Layton. Quoi? Et finalement le méchant... Déjà, on peut voir Bah que attends, le j'ai manga pas dérive fini, j'ai pas complètement de présenté l'œuvre mon Paolo. originale et se permet de fin trait d'humour. Le premier chapitre nous raconte comment Layton et Luke se sont retrouvés enfermés dans le bureau du professeur, alors que celui-ci est piégé avec une bombe. Un premier truc qui choquera les lecteurs de ce chapitre, c'est tout simplement le design de Layton, qui est... Chad Layton. Ils vont chercher la bombe dans le bureau, et pour ce faire, ils vont détruire toutes les peluches que Luke laisse là-bas, dans la possibilité où la bombe se trouve à l'intérieur d'une d'entre elles. Ah, Luke qui affirme parfois dormir dans le bureau du professeur et avoir une pièce à louer... Waouh, ça fait que 10 pages, on a déjà 2 pédos-alertes. La chute de ce passage, c'est que la bombe n'était pas cachée du tout. Elle était posée parfaitement en évidence. Et Layton le savait. Le professeur va donc demander à Luke quel fil couper pour désamorcer la bombe, et coupera l'autre, par pur esprit de contradiction. Mouvement basé sur rien du tout. Nada, que dalle, aucune preuve tangible. Ça sert juste à montrer la relation qu'auront les deux personnages pendant tous les tomes. Cet esprit de confrontation malsain. Une fois la bombe désactivée, par coup de chance, ils vont essayer de la déplacer délicatement à l'extérieur. Et par délicatement, je veux bien sûr dire qu'ils vont lancer la bombe aussi fort que possible l'un vers l'autre, jusqu'à que la bombe passe par la fenêtre, car l'un d'entre eux n'a pas réussi à l'attraper. Explosion de tout un quartier au passage. Et tuant une 50aine de personnes au passage, mais bon, c'est pour le bien de l'humour, alors ça va. Mais on s'en fout, c'est pour un sketch. Au chapitre suivant, Layton est accusé d'avoir volé le gâteau d'anniversaire de Prosciutto. Qui ça? Un PNJ random que l'on voit uniquement dans le premier jeu, l'étrange village, et qui même là n'a pas un rôle important. Donc franchement, ils ont fait un très bon choix. Ce chapitre n'a rien de très intéressant. Luke va réellement accuser Layton d'être le voleur, Flora avec son caractère très influençable va aussi y croire. Une fois sur place, c'est-à-dire à la maison de Prosciutto, située à Saint-Mystère, notre duo va y découvrir un cadavre, Zedon de Paolo. Mais en fait il est pas vraiment mort. Il fait une indigestion car il a mangé un gâteau pourri qu'il a volé. Le gâteau étant solide que Prosciutto s'était préparé pour son anniversaire des mois avant. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le chapitre d'avant? C'est Don Paolo qui a posé la bombe? Chapitre suivant. Layton joue une blague à Luke en posant son chapeau sur un cochon qu'il aurait trouvé dans la rue. Un cochon, dans la rue. Un cochon, dans la rue. Un cochon, la rue.
Comment ça se fait? Mais Luke, pané de la dernière pluie, devinera les intentions du professeur et retournera la situation à son avantage. De plus, le jeune garçon ayant le pouvoir de parler aux animaux, Ce manga fait n'importe quoi. Un humain qui a le pouvoir de parler aux animaux. C'est Aquaman pour les mammifères, ton gars, en fait. Et là, je suis au regret de t'informer que c'est canon dans les jeux. Ah! Un des rares trucs qui est respecté dans le manga d'ailleurs. il inventera les dires du cochon comme quoi maintenant que le professeur s'est transformé en animal, il ne peut plus conduire et il veut que Luke détruise sa voiture. Ou que Luke devienne le personnage principal du manga. C'est quoi ça? Oh mon dieu, ils ont attaqué le 4ème mur! Vite, tout va s'écrouler! Finalement, Luke arrêtera tout et révélera le vrai professeur caché dans l'armoire, lui demandant d'arrêter ce genre de blague. Ah, et Flora est là aussi. Oh, stop! Où est l'histoire? Où est la continuité? On m'a promis une étrange enquête. Pourquoi je me retrouve avec des gags peu chers et des tentatives de rire faciles? Ok, attends, on va avancer dans les chapitres. Ici. Dans le manga, entre les chapitres normaux, il y a de petits chapitres de 4 cases. Ici par exemple, dans la première case, Layton demande à Luke de prendre une douche ensemble. Ok, reprenons les chapitres normaux alors. Donc dans ce chapitre, Luke veut voir le professeur sans son chapeau et pour ça il va l'espionner sous la douche. Mais c'est la même blague, même si ça sert d'élément perturbateur pour la suite du chapitre. Mais ce n'est pas juste feignant là, c'est du recyclage. Ça fait sens. Tout ça pour combler un fétiche de dessiner Layton nu Ça fait sens. et rajouter Luke dans chaque situation, c'est obligé? Ça fait ça en... Attends une minute. Et maintenant, une référence subtile à Ace Attorney. Ok, un autre. Ici, Layton suppose Luke devenu méchant en ayant pactisé avec Don Paolo en croisant leur flux d'urine. Ah, non, y a plus rien. Y a plus rien à boire du tout. Idar, je dois avoir une fuite. Bon, eh ben on va passer au tome suivant, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Ce chapitre se nomme le destin perdu. Ah là, j'ai peur. Layton et Luke sont dans le bus en train de parler d'une lettre venant du futur et écrite par Luke, comme dans le jeu. Ils vont donc à l'horlogerie que la lettre leur demande de visiter, comme dans le jeu. Une fois là-bas, la dame ne leur laisse pas le temps de parler qu'elle les enverra dans le futur. Presque pas comme dans le jeu, mais ça passe. Puis via une méthode discrète et chiffrée de communication, nos héros se dirigent vers leur prochain objectif, le casino de Londres. Du futur! Si je comprends bien, on est en train de passer de vannes médiocres à juste un copier-coller de l'histoire du 3ème jeu, mais abrégé. Une fois arrivé, notre duo fera la rencontre de Luke du futur. Après avoir vérifié l'identité de Layton avec une énigme, Je sais ce que vous pensez. C'est con. Oui, mais c'est exactement pareil dans les jeux. Il n'y a pas de carte d'identité dans cet univers. Que ça soit les mangas, comme les jeux. mais avant de tout expliquer au professeur, les trois personnages auront un échange où le jeune Luke se rappellera des bons moments qu'il a eu avec le professeur. Comme quoi il n'est pas tant que ça à chier. Avant de revenir sur ses mots pour agir comme une merde. Ce qui va attirer l'attention des méchants de la mafia du futur. Et en réponse à cela, ils vont sortir des mitraillettes. Du futur! Non, non, c'est juste des Thompson calibre 45 mm, 700 tirs par minute, chargeur de 100 balles. Layton et Luke du futur vont riposter faisant fuir les méchants. Cependant, le chef du groupe va revenir avec un mecha. Bagarre. Puis après un peu de challenge, Layton réussira à piéger le robot dans un trou que celui-ci aura lui-même creusé avec ses attaques. Le méchant s'est saboté lui-même. Ça serait pas mon genre de me saboter, surtout en créant un autre personnage plus négatif. Ouais, grave. Mais dans sa chute, le robot a failli emporter le professeur. Heureusement, il a réussi à s'accrocher au bord du fossé. Et c'est le jeune Luke qui le sauvera de la chute, en avouant apprécier le professeur. C'est vraiment un bon personnage au final? Car c'est le seul adulte qu'il peut martyriser sans craindre de retour. Layton est officiellement une grosse victime. Bah super l'image du gentilhomme. L'action une fois finie, le Luke adulte révèle pourquoi il a demandé au professeur de venir dans le futur. Car la mafia règne sur Londres, et le professeur Layton du futur s'avère en être le chef. Waouh! Mais c'était vachement bien comme chapitre. Et c'est fini. La suite coûte 40 € et une Nintendo DS, mais sinon oui. C'est un bon chapitre, et ça montre une autre façon de narrer le début du jeu. Mais il y a un truc qui m'a dérangé. Le Luke du futur, il m'a semblé... pas à sa place. Tu as remarqué aussi? Luke du futur est fidèle à sa version du jeu, ce qui crée un écart important, car le Luke du manga n'a rien à voir avec celui du jeu.
Du coup, on a la version future d'un personnage qui n'existe pas dans le manga, et c'est ce qui crée ce décalage de ton un peu particulier. Et maintenant, une case décalquée directement d'une cinématique du jeu. On passe rapidement sur tout ce chapitre où Layton a une corne sur la bite. Allez, explique. Allez. Juste pour le temps de vidéo alors, hein, parce que... Luke veut aller au zoo pour voir un manchot à cornes. Layton sait que c'est une arnaque et que c'est faux car un manchot à cornes n'existe pas. Mais ne souhaitant pas briser les rêves d'enfance de Luke, il accepte. Là-bas, Layton découvre le poteau rose en voyant une corne tomber par terre. D'où cette case. Finalement, Luke avouera savoir que c'était faux et voulait juste voir Layton galérer à se donner à fond pour ne pas détruire sa jeunesse. Malgré son caractère de merde, je dois avouer que le gars est loin d'être stupide. 俺の上を言ったつもりでもそのさらに上を俺が言ってたのよ。 On va passer le chapitre avec le génie magique qui sort du cul des gens. Non mais tu les inventes là, c'est pas possible. Eh non. Layton a trouvé une lampe magique durant une de ses expéditions, et celui qui la frotte se voit sortir un génie de son cul qui exauce les vœux. Oui, forcément, Layton et Luke vont mal utiliser leurs souhaits. Layton souhaitant une énigme, Ça fait sens. et Luke un animal mignon. Ça fait sens. La chute sera que Don Paolo volera la lampe, mais ne sachant pas d'où sort le génie, il ira le drop dans les toilettes. Allez hop, le troisième tome, qu'on en finisse. Ce chapitre se base sur le tout premier chapitre avec le poseur de bombes. Enfin de la continuité, merci. Ici, le chapeau de Layton a été piégé avec une bombe. Seul Luke est au courant, et si le professeur l'apprend, alors kaboum! Yes, Rico. Kaboom. Luke va chercher le détonateur afin de désactiver la bombe, mais celui-ci va plutôt activer un timer. Luke va donc devoir vendre la mèche en essayant d'éteindre celle sur la bombe. Petit jeu de mots. Sauf que c'est une fausse mèche. Le professeur va donc demander à Flora et Luke de partir et va se sacrifier en héros. Et la bombe va exploser. Il est mort? Ah bah enfin l'imposteur est mort, on va enfin avoir le droit à un vrai professeur Layton. Ainsi, Luke, Flora et Layton vont pleurer sa disparition. Attends une minute. 1, 2, 3... En réalité, le professeur a juste profité que personne soit là pour changer de chapeau et ne pas mourir. Finalement, c'était la fin la plus prévisible. Le manga te forge à ce que Layton ne retire jamais son chapeau comme si ça faisait partie de son corps. Et du coup, tu t'attends pas à ce qu'il retire son chapeau à ce moment-là. Mais sinon, c'est qui ce poseur de bombes? Ils l'ont capturé? Et maintenant, Don Paolo déguisé en sirène. Je l'ai vu, alors vous le verrez aussi. Ce chapitre se nomme le Destin perdu. Ils ont fait une suite au seul bon chapitre. Alléluia. Non, ici Layton va juste commettre de l'évasion fiscale. Il va amener de l'argent dans le futur pour lui donner de la valeur, sous le regard choqué de Luke et de Luke du futur. La chute sera que dans la valise il n'y a pas d'argent mais Flora à la place. Triste de ne pas partir à l'aventure avec notre duo. Un des seuls moments où la Flora du manga ressemble à celle des jeux. En fait, je ne voulais pas me retrouver à nouveau toute seule. Bonne nouvelle, c'est que dans ce dernier chapitre, Layton meurt. Hein? Mais t'as parlé de 3 tomes, il en reste encore un. En effet, dans ce chapitre, Layton est mort et ça se passe à son enterrement. Il est mort? Comment? Non parce qu'on s'imagine un combat épique contre une créature à la manière du grand sauveur ou, je sais pas, attaqué par une organisation criminelle. Selon les dires de Luke, qui a été témoin, il a glissé sur une peau de banane. Le personnage de la mort L'amant des New Gentlemen. va alors proposer un deal à l'âme d'Herschel. S'il résout une énigme, il reviendra à la vie. Chose facile pour notre protagoniste. Il va donc retourner dans son corps et ouvrir le cercueil devant tous les invités, les condamnant à 10 ans de thérapie. Question. Est-ce qu'on peut créer une religion basée sur ce manga? Hein? Bah, vu que le héros est mort et ressuscité, tu vois. Hein? Parce qu'un livre avec un mec qui meurt et qui ressuscite, tu vois, ça... Comme la Bible? Bah, Dragon Ball Z. Parce que franchement, vu comme les mecs ils se chauffent sur Twitter, on me fait pas bien que c'est pas une religion. Et maintenant... Encore une référence à Ace Attorney? Ça fait beaucoup là, non? Bon, lisons ce dernier tome. Ici, pas grand chose d'intéressant. Donc passons au dernier chapitre. Finalement, la fin proche. Professeur Layton est la fée des bois. Alors que Layton et Luke flânent, Flora entre dans le bureau, l'air déterminé, et demande au duo de partir à la recherche d'une fée qu'elle a vue. Plus tard, elle nous révèle qu'elle a été perdue dans la forêt et la fée l'a sauvée en lui donnant de la nourriture. Fée qui ressemble trait pour trait à sa mère, Violette Reynolds. Eh ben, je vais les capturer les fées, moi, je reviens. Ah, that's hot. That's hot. Oh, on a aussi Don Paolo qui cherche des fées. Petit jeu. Vous avez la ref?
Don Paolo va théoriser que si Flora veut revoir la fée, c'est car elle a grandi dans un village unique où elle fut isolée de ses habitants et sa mère l'a quittée assez tôt. Forcément, elle voudrait revoir la fée pour ça. Hein? Ils ont développé un personnage dans mon manga parodie comme... Finalement, le groupe trouvera la fée dans un lac. Encore une ref. Flora va donc remercier la fée et sans ajouter plus repartira, choquant le reste de son équipe. Ah non, ça va finalement. Elle ne ressent rien, tout va bien. Layton lui demandera si elle est sûre de son choix, que Flora lui rétorquera que Layton et Luke sont sa famille, et enverra Don Paolo chier. Normal aussi, le mec qui s'incruste un peu quoi. Nos héros seront heureux de la conclusion de cette aventure qui les a rapprochés, et Layton leur avouera que c'est la fin du manga. Enfin! Après un tout dernier chapitre qui nous présente Flora 2.0 et Don Paolo Mark II. Ah, bah j'ai rien trouvé. J'ai raté quoi? Juste la fin. Finalement, Layton se réveille dans son lit, en s'exclamant « Un rêve ?» Parle-t-il alors du remplacement ou de l'entièreté du manga? On ne le saura jamais. Fin. Est-ce que ce manga est bon? Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en disant que l'humour que présente ce manga dépend des goûts de tout un chacun. Bon, d'accord. Faut que je prenne parti pour le bien de la vidéo. Donc, ce manga est... mauvais? Non, il est bon. Hein, quoi? Pardon, je m'étais endormi. Oui, en soi, je dois bien avouer que certaines blagues m'ont poussé un soufflement de nez ou un petit rire lors de mes lectures dans mon lit avant de dormir. Mais la question se pose alors... Est-ce que c'est la blague ou la parodie des personnages qui m'a fait lâcher un rire? Le manga cherche à parodier l'univers des jeux DS. Et le meilleur moyen de faire, c'est de prendre les traits de caractère et de les pousser au grand maximum. Ainsi, on a un professeur Layton qui répétera à tout le monde et à tout moment qu'il est gentleman. Pareil avec Don Paolo qui se fait pas respecter par les protagonistes. Il est vrai que Layton dans les jeux, il aime bien dire que c'est un gentleman, mais pas dans toutes les situations. Et pareil pour Don Paolo, on peut même pas vous dire que c'est une vraie menace dans les jeux, il est claqué comme méchant même. Et ce sont donc ces traits qui sont exagérés. Donc est-ce que la parodie est réussie? Bah regardons du côté des deux autres personnages, Luke et Flora. Dans le cas de Luke, sa personnalité a été complètement inversée. Luke dans les jeux pourrait être considéré comme un faux cul, un lèche-bot. Je le savais! Vous êtes un vampire! Non, Luke, tu disais c'est impossible, il avait l'air trop sympa, tu savais rien du tout, t'es nul! Vous pariez combien que Luke s'est piqué avec le cactus? Voilà le bouffe, regardez le bouffon que c'est, putain quelle merde ce gosse! Mais ici, c'est un troll, voire limite un méchant. Il va le plus souvent saboter la progression de l'histoire pour blaguer. Puis Flora, à part sur l'avant-dernier chapitre, elle n'est vraiment pas mémorable. Un peu comme dans les jeux d'ailleurs. Excepté le côté malsain où elle veut se marier avec Layton. Différence d'âge, tout ça, la loi, les procès... Bon ok, l'écriture des personnages ne suffit pas à voir si c'est réussi. Bon ben voyons voir les histoires alors. Les histoires, vous avez vu, il n'y a rien de bien folichon. Et encore là, j'ai fait une sélection pour chaque tome, car il y a environ 10 chapitres, qui ont tous la même formule. Une histoire en one-shot, sans suite. On ne peut jamais tenter de deviner la résolution du problème, car il y a toujours un élément absurde qui va se produire. Ou à l'inverse, s'il y a un acte criminel, alors ce sera toujours Don Paolo le coupable. Le tout composé d'énigmes assez simples. Non mais là vous devriez l'avoir résolu quand même, faut pas être mauvais quand même. Mais les énigmes sont le plus souvent liées aux événements de l'intrigue en cours. Et ça, c'est un bon point. Le problème, c'est que c'est d'une difficulté à trouver sur une boîte de choc à pic. Retirons un point quand même, parce que à la fin du premier tome, il y a quelques chapitres adaptés pour les moins de 8 ans. Parce qu'à 8 ans, t'as envie d'acheter un manga sur les jeux d'énigmes. Bien sûr que non. À 8 ans, tu penses Mario, tu respires Mario, tu manges Mario. Et justement, encore un point négatif du tome 1, ce sont ces énigmes. Au moins la moitié des énigmes du tome 1 sont directement volées du premier jeu. Et je comprends pas le but. Si t'as acheté le manga car tu as joué au jeu, bah tu connais déjà la réponse. Et si tu comptes jouer au jeu après le manga, bah tu t'es fait spoil. Bon, le tome 1 est bancal et pas ouf. Ce qui peut ne pas motiver à lire la suite. Mais les histoires n'en sont pas mauvaises. Elles n'en sont pas révolutionnaires non plus. Elles sont juste... banales. Bon, il nous reste quoi? Le dessin, celui-ci aussi est assez aléatoire. Le dessin évolue au fur et à mesure des chapitres dans la direction gain de temps. Comme des images valent mieux que des mots, voici Layton au début, voici Layton sur son design final qu'on retrouvera sur le tome 3 et 4. De même avec Luke et Don Paolo, la seule qui a changé mais sans pour autant simplifier, c'est Flora. Un truc qui m'a dérangé pendant ma lecture, c'est juste le changement des yeux de Flora. Je ne sais pas pourquoi ce choix a été fait. Sinon, certaines planches sont très aléatoires aussi dans ses proportions. Voici la première page du chapitre 12, se situant dans le tome 2. Regardez le dynamisme de la pose de Layton avec la veste qui remonte à cause du vent.
Ça c'est oui ça. Bon, Flora est très grande alors qu'elle est derrière. Des problèmes de perspective. Et est-ce que c'est un putain de rectangle fait avec paint ce chapeau? Est-ce une bonne adaptation? Non, car ça n'adapte en rien l'univers des jeux. Ce n'est pas car tu prends un personnage ou un univers et que tu le colles sur autre chose que son média original que ça en fait une bonne adaptation. Les gens qui ont acheté ce manga, ils s'attendaient à une longue histoire, à une grande intrigue, à une étrange enquête. Pas à ça. Et à la place, ils auront un traitement similaire à ce qu'a réalisé Cartoon Network avec Teen Titans Go. Chibi, mignon, rigolo, mais sans ce qui fait le charme de l'œuvre originale. Ma conclusion sera que bien que certaines blagues ou situations peuvent être marrantes, elles peuvent l'être avec n'importe quel autre univers de fiction comme visuel. Maintenant tu es aigri. Il y a quand même beaucoup de blagues sur le chapeau du professeur Layton. Beaucoup de blagues répétées sur un aspect physique de un personnage, ça suffit pas à créer une identité pour tout un manga. Ça serait comme créer un manga Mario et ne se baser que sur le fait qu'il mange des champignons. Donc vous êtes prévenus, si vous voulez tenter de lire le manga plus en détail dans votre coin, ne vous attendez pas à une longue histoire comme dans les jeux et des énigmes compliquées. Je suppose que quand on choisit d'adapter un jeu en quoi que ce soit, le choix de ce qu'on va faire peut être un vrai casse-tête, une énigme. Est-ce qu'on va suivre fidèlement l'histoire du jeu? Est-ce qu'on va se permettre de légers détours ou même d'abréger? Est-ce qu'on va créer une histoire inédite? Ou est-ce qu'on va tout changer? Et bien que toute énigme est une solution, ici avec le matériel initial, ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Est-ce que ça sera du gâteau? C'était presque trop facile. Ok, attends, on va avancer dans les chapitres. Ici. Je suis tombé sur le moment où Layton dit à Flora, alors t'as pissé dans le couloir. Ok, attends, on va avancer dans les chapitres. Ici. Je suis tombé au moment où le chapeau de Layton est possédé par une force démoniaque.